messieurs, bonsoir. Des mots, des histoires, on vous en raconte chaque soir entre 18 et 19 heures en direct du Biel. Et cela jusqu'au 9 novembre où se tient donc le Salon du livre francophone de Beyrouth. Un salon qui est devenu au fil des ans une tradition à ne pas rater. Des mots, des histoires, tel est son thème cette année. Et pour les personnes qui n'ont pas encore eu le temps de venir visiter le salon, n'hésitez pas, il reste encore quelques jours. Pour vous allécher encore plus, nous allons entamer notre émission ce soir avec un indispensable du Salon du livre francophone, Maître Alexandre Najar. Bonsoir. Vous êtes un vrai indispensable, un pilier de la littérature francophone libanaise. Vous avez à votre actif de nombreux ouvrages et des prix également très nombreux. Mais ce soir, c'est un ouvrage particulier, monumental, qu'on va montrer aux téléspectateurs et que vous signez demain au centre de la librairie Antoine à 19 h, n'est-ce pas? À 18 h. Donc l'ouvrage s'appelle Dictionnaire amoureux du Liban. C'est un ouvrage énorme, plus de 800 pages, plus de 200 entrées. Comment avez-vous eu le temps de le préparer? En fait, c'est un travail qui a exigé beaucoup de recherche, beaucoup de temps. Et il m'a pris environ 2 ans et demi. Mais c'était un grand plaisir aussi parce que c'est un livre, d'abord comme son titre l'indique, c'est un dictionnaire amoureux, donc il y a un côté très subjectif dans mon approche. Et c'est très varié puisqu'il y a aussi bien des entrées relatives aux lieux, qu'aux personnages, qu'aux thèmes, qu'à la gastronomie libanaise, qu'à la littérature, même des mots qu'on utilise comme abagaï pour le A, des mots comme taxi, comme ziadé pour Méziade, F comme Férouz pour les personnalités, S pour Salah Saïti et T pour timbre. Donc il y a tellement d'entrées et c'est tellement diversifié. Comment vous avez fait votre choix? Comment vous avez décidé que ça serait ça, les mots qui devraient paraître dans ce dictionnaire? Il y a des incontournables, évidemment, comme Beyrouth, Férouz. Donc ça, c'est des valeurs sûres, des notions qu'on ne peut pas négliger. Mais en plus de ça, il y avait des entrées plus inattendues. Donc j'ai essayé en fait de concilier entre ce qui est une évidence et ce qui est inattendu. Et c'est vrai que entre la liste du début, lorsque j'ai commencé à mettre les thèmes qui me passaient par la tête et la liste de la fin, il y avait pas mal de différences parce qu'en cours de route, il m'arrivait de délaguer, d'enlever certains thèmes ou d'en rajouter. Alexandre Najar, quelques minutes, on revient à vous, il y a un petit problème technique de voix. On revient à vous dans quelques instants. J'en suis quand j'entends mes amis rigoler. Je leur jure que je vais la quitter. Mais dès que je la vois... Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous retrouvons du Biel en direct du Salon du livre francophone de Beyrouth. Avec moi, Maître Alexandre Najar, qui a signé son dernier ouvrage, qui signera demain son dernier ouvrage, qui s'intitule Le dictionnaire amoureux du Liban. Maître Najar, être amoureux d'un dictionnaire et d'un Liban à la fois, c'est beau hein, de faire les deux et de compiler tout ça en plus de 800 pages. Non, c'était un exercice assez difficile. J'avoue, quand je l'ai terminé, j'ai poussé un grand ouf de soulagement. Mais à la fois, c'était un plaisir. C'est-à-dire, en l'écrivant, je prenais vraiment plaisir. Surtout que, comme ce sont des entrées, donc il y a à peu près 220 entrées. Donc, chaque fois que j'en faisais une, c'était comme un petit roman, comme une nouvelle, disons. Et donc, c'était passionnant. Mais c'est vrai que aussi, le travail de recherche est assez épuisant. Donc c'était un travail de très longue haleine. Je demandais l'autre jour à Didier Decoing qui a fait 2 dictionnaires amoureux. Oui, le dictionnaire amoureux des faits divers. De la Bible et des faits divers. Oui. Je dis déjà, un seul, c'est tuant. Comment tu as pu en faire 2? Mais vous êtes un sacré bûcheur. Vous travaillez, vous écrivez, très prolifique. J'avoue que ce dictionnaire a été quand même beaucoup plus épuisant que tous mes livres précédents. D'accord. Et parmi les entrées, laquelle a votre préférence?
En fait, c'est un peu difficile. C'est comme une maman qui doit choisir parmi ses enfants. Mais peut-être la plus comique est celle qui a trait à la circulation, parce que je raconte une anecdote assez amusante sur la question, quoique ce soit une tragédie aussi. Je raconte évidemment que la circulation chez nous, l'anarchie ambiante aussi cause de nombreux accidents. Mais c'est vrai qu'en parlant d'écrivains voyageurs qui ont visité le Liban comme Lamartine, Flaubert, en parlant d'écrivains comme Gibran, Mikhail Naïmé, Maroun Aboud, c'est aussi, j'ai eu un grand plaisir de parler de ces écrivains-là. Georges Hadé, par exemple, a une très grande entrée parce que je considère que ce poète et dramaturge est quand même une des valeurs sûres de notre littérature. Du Liban. Et Alexandre Najar, j'ai beaucoup aussi aimé l'entrée sur les fruits. Oui. J'ai beaucoup aimé ça parce que quand on parle des fruits au Liban, ça a une saveur différente, Bien sûr. ça a quelque chose de différent. Oui. Donc même vous êtes entré dans ces détails-là Ah oui, bien sûr. qui ne sont pas tellement évidents. Oui, tout à fait. Donc il y a fruits, il y a café, il y a arak, il y a gastronomie, il y a le pain. Le pain libanais, par exemple, est quelque chose qui méritait une entrée. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a les villes, les villages. Enfin, il n'y a pas tous les villages, évidemment. Et je demande d'ailleurs aux téléspectateurs dont le village n'est pas dans le livre de me pardonner parce que je ne pouvais pas parler de tout le monde. Vous savez, même Amin Rihani, dans Qalb Lubnan, n'a pas évidemment pu parler de tout. C'est vrai, un petit pays, mais quand même, nous avons beaucoup de villages, de nombreux villages, même il y a des villes qui sont des villages, mais on n'ose pas les appeler villages, sinon les gens se fâchent. Donc, faut tenir compte de tout ça. Et dites-moi, en feuilletant votre dictionnaire amoureux du Liban, j'ai remarqué que vous n'avez pas du tout parlé de politique. C'est fait exprès? Oui, évidemment. D'ailleurs, je le dis dans mon introduction. Je n'ai pas voulu parler de politique parce que je considère, à juste titre, et on l'a vu aujourd'hui avec ce qui s'est passé au Parlement, c'est que, et hier, c'est que la politique dans ce pays, malheureusement, divise, alors que je veux que mon livre rassemble. Et donc, je pensais, même sur des personnalités politiques connues, je me suis rendu compte, j'avais commencé à en écrire quelques-unes. Mais je me suis rendu compte que les gens, quand ils les lisaient, se disputaient en disant « Ouais, un tel est un héros » et l'autre disait « C'est un traître » ou « C'est un fasciste » ou je ne sais quoi. Donc finalement, je me suis dit concentrons-nous sur les choses belles du Liban et laissons la politique de côté. Je pense qu'il y a les journaux pour la politique, donc que ce livre au moins parle de l'identité libanaise, de ce qui fait la beauté et la grandeur du Liban, de son patrimoine, parce que je parle beaucoup aussi bien des mythes importants comme Europe, comme Adonis, comme Didon, Elissa et comme Cadmous, et aussi des Phéniciens et des autres civilisations qui se sont succédées sur ce sol. Il y en a quand même beaucoup. 17. Oui. Et donc, on va terminer avec une phrase. Vous citez Khalil Gibran en disant « Si le Liban n'était pas mon pays, je l'aurais choisi pour pays ». Cette formule, je voudrais, vous le dites également, que chacun, en refermant ce livre, puisse la faire sienne. La rédaction d'un tel ouvrage change-t-elle votre perception du pays des cèdres? Oui, c'est vrai. En écrivant ce livre, j'ai appris à mieux l'aimer, à l'aimer davantage. Et j'espère que tous ceux qui vont lire ce livre, aussi bien les Libanais du Liban que les Libanais de l'étranger, de la diaspora, ou les Français, ou les francophones, ou les étrangers de tous les pays qui aiment le Liban ou qui s'intéressent au Liban, prendront du plaisir à le lire et à justement découvrir ce qui fait la beauté et la grandeur de ce que Metternich disait, ce petit pays qui est si important. Je crois vraiment que c'est vrai que c'est un petit pays, mais il est magnifique malgré tout ce qu'on subit. Et c'est cet amour Je crois qu'il y a peu de pays. Vous savez, le livre Dictionnaire amoureux de la Chine fait la même épaisseur que ce livre. Donc, si nous sommes aussi importants que la Chine, c'est déjà très bien. C'est excellent. Merci beaucoup, Merci. En tout cas. Merci, Alexandre Najar.
À présent, en passant des A à Z du dictionnaire amoureux d'Alexandre Najar, nous passons à un autre ordre alphabétique de A à Z, mais avec les contes cette fois. Les contes de A à Z de Françoise Rogier. Bonsoir Françoise Rogier. Bonsoir. Vous êtes graphiste et auteure illustratrice belge. Vous avez des albums très intéressants à votre actif, dont C'est pour mieux vous manger, qui est un peu plus ancien que le dernier. Oui. Oui, et celui-là que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les contes de A à Z. Donc là aussi, vous suivez un ordre alphabétique de A à Z, avec pour chaque entrée des mots magiques du registre des contes. Pourquoi vous avez décidé de faire ça de cette manière ? Eh bien, les contes font partie de mon enfance. J'ai été élevée avec les contes et ça faisait depuis longtemps que j'avais envie de les remettre un petit peu au goût du jour. Et il me semblait qu'un abécédaire me permettait de mettre chaque fois des petits extraits de différents contes. Là, j'ai exploré les contes les plus connus. La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge. C'est un véritable hommage aux grands conteurs, aux frères Grimm, à Charles Perrault, etc. Par exemple, pour la lettre A, vous parlez d'animal. Pour le B, ce sont les bottes des 7 lieues, ainsi de suite. Et comment s'est fait votre choix? Pourquoi ces mots plutôt que d'autres? Alors, pourquoi ces mots plutôt que d'autres je dirais que ça m'est venu un petit peu par rapport à la façon dont j'avais envie de les représenter. Donc c'est vrai que ce sont des éléments plutôt magiques, comme les bottes, vous avez dit, ou l'âne qui a la particularité d'avoir une litière couverte de pièces d'or. Donc c'est un âne pas très courant. Il y a beaucoup d'éléments qui sont... qui sont assez classiques, comme le i, puisque je vois que vous avez la page oui, du il était i. une fois. Il était une fois, oui. C'est quand même une formule assez connue. Il n'y a pas un conte qui ne commence pas par il était une fois. Françoise Rogier, vous avez aussi reçu beaucoup de prix pour vos albums. Et ce qui est intéressant, c'est la technique que vous utilisez. On voit beaucoup de noir et de blanc dans vos dessins. Vous utilisez une technique particulière. Vous pouvez nous montrer juste le papier. Comment ça s'appelle? Voilà. Alors, ceci, c'est une carte à gratter. Oui. Donc, la surface est tout à fait noire. Et on utilise un petit stylet pour la gratter. On enlève donc le noir pour aller vers le blanc. Alors, donc, c'est une technique particulière. C'est une technique un peu particulière. Et quand on enlève... Ça, c'est le loup. Voilà. Quand donc, on enlève tout est bien noir, le mais noir, quand vous grattez, ça devient blanc. On voit les formes apparaître. Quand on gratte, c'est ce qui devient explique ces teintes-là qu'on retrouve dans vos albums. C'est ça. C'est ce qui explique une atmosphère un peu particulière, un petit peu sombre, que j'avais envie par rapport aux contes de fées. Oui. En fait, j'ai été assez inspirée par un illustrateur assez connu qui est Gustave Doré, qui lui utilisait beaucoup la gravure. C'est des gravures anciennes, mais l'atmosphère est assez sombre, c'est pour ça qu'on peu effrayante. C'est pour ça qu'on retrouve cette atmosphère-là dans vos albums. Voilà. Parce que vous vouliez aussi, par exemple, pour le loup, garder cette impression de frayeur. Mais finalement, ça se termine bien. Ce sont finalement des contes pour enfants. Ils vont pas avoir tellement peur, les enfants qui nous écoutent, parce que demain, ils vont venir vous écouter à 18 h au stand de la Belgique. Oui, raconter tout à fait. vos contes à votre façon. Et pour terminer, j'ai beaucoup aimé à la fin le Z qui dit zut, c'est déjà fini. Et ben donc zut alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que le Z, effectivement, ça n'existe pas dans les contes de fées. J'ai beaucoup aimé. C'était la façon de pouvoir clôturer. Et zut alors, ça continue par A ensuite. Oui, alors on justement. recommence. Zut alors, on va finir avec vous cette petite entrevue. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous revoit demain donc à 18 h au stand de la Belgique. Merci. Merci. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid.
Les auteurs se suivent et ne se ressemblent pas dans notre studio de la MTV en direct du Biel. À présent, c'est Rita Badoura que je reçois. Bonsoir Rita. Bonsoir. Vous êtes auteur et vous avez reçu beaucoup de distinctions, dont la médaille d'or en littérature aux Jeux de la francophonie en 2005. Vous êtes notamment poète, poétesse. Et aujourd'hui, vous signez, en fait, vous êtes ici au Salon du Livre pour parler de deux ouvrages qui sont Parler autrement, étrangement, pardon. Et autrement, Parler étrangement et Pourquoi autrement. Et puis Arisco Palace. Donc d'abord, pour Parler étrangement, c'est un étrange titre pour un ouvrage de poésie. Pourquoi vous l'avez choisi? Parce que ça, on va dire, ça représente ce que le livre raconte. En fait, le livre parle de la langue, de ce qui fait qu'on parle, qu'on écrit, et de ce qui fait qu'on choisit parfois. C'est pas un choix peut-être volontaire, mais qui fait qu'on écrit dans une autre langue. Donc moi j'ai grandi au Liban, je parle le libanais, j'écrivais dans les deux langues, et puis à un moment ça a basculé vers le français. Et la vie a fait qu'à un moment j'ai vécu à l'étranger, là je suis en France. Et c'est vrai que tous ces déplacements font aussi qu'on voyage dans la langue autrement. Donc du coup le français du Liban, ou ce que le français représente socialement au Liban, culturellement, toutes les connotations qui existent deviennent différentes quand on vit en France. Et le rapport à la langue devient différent. Donc ce livre est né d'un voyage dans mon histoire, mais aussi dans le langage, et qui fait qu'on découvre que chacun de nous, en fait, trouve une manière dans sa vie de s'exprimer autrement. Rita Badoura, Voilà. dans un article sur votre ouvrage, un article rédigé par Georgia Marlouf dans l'Orient littéraire, elle dit « L'étonnement est au rendez-vous au fil des pages, redoublant le plaisir d'entendre autrement ce que l'on croyait avoir déjà entendu. » C'est magique. Comment vous arrivez à nous faire écouter autrement des mots, des impressions aussi qu'on pensait connaître auparavant? Déjà, je vous remercie d'avoir cité ça. Je remercie aussi Georgia Marlouf pour sa lecture. C'est très musical en fait. C'est de la poésie, mais il y a beaucoup. En fait, la collection qui publie le livre, c'est une collection qui publie des ouvrages qui sont à la frontière de la poésie, du roman, de la fiction. Et Parler étrangement, c'est une histoire. On voit des personnages évoluer et on voit comment le rapport à la langue. Autant il y a un jeu sur la langue en tant qu'organe dans la bouche. Qui fait qu'on mange, qu'on parle, qu'on goûte aux choses, et la langue en tant que langage imaginaire. Et je pense que j'ai parlé de ça et j'ai suivi la musique, j'ai essayé d'écrire avec la musique du langage, et du coup je pense que ça fait, quand les gens lisent le livre, ils sont étonnés parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on attend de la poésie aujourd'hui. Vous avez un style très particulier, très beau style, vraiment. Merci beaucoup. Et pour Merci. Arisco Palace, le titre est celui donc d'un théâtre, cinéma mythique, tellement on en parle, on en parlait auparavant. Il a été ressuscité il y a quelques années. Pourquoi ce titre pourquoi ce titre? Alors, ce livre a une histoire particulière. En fait, j'étais invitée dans le Var, en France, donc dans une ville qui s'appelle Saint-Maximin, où j'ai passé 2 mois en résidence d'auteur. J'ai donné des ateliers d'écriture. Et on m'avait demandé d'écrire un livre à l'issue de cette résidence. Et c'est parfois dans les endroits les plus lointains où on retrouve les choses les plus intimes en fait de notre enfance. Et Arisco Palace, durant la guerre, au moment où on n'arrivait pas à passer entre les deux côtés de Beyrouth, on arrivait quand même, la radio, la télé, on arrivait à écouter, on avait l'écho de l'autre endroit. Justement. Et j'écoutais des publicités sur des théâtres, des pièces de théâtre pour enfants, oui. À l'Arisco Palace. Et c'était très drôle parce qu'en arabe, ils disent Arisco, palace. Le mot palace, ça fait rire alors que ça fait rêver aussi parce que c'est en arabe, c'était des pièces des contes de fées, des choses comme ça. Me faisait rêver. Alors que vous n'aviez jamais mis les pieds, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, non. Et du coup, là-bas, j'ai rencontré des personnes. Il y a eu, c'est comme toujours, on rencontre des enfants parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture avec des ados, des enfants, et quelque chose de mon enfance est revenu. Et du coup, c'est une histoire. Donc ça a ressurgi, voilà, et ça va. Qui est écrite en poésie, mais qui se passe. Donc ça commence, on va dire la scène fétiche du livre, qui est au centre. C'est une petite fille qui est au cinéma à l'Arisco Palace, qui regarde cet écran. Donc toute l'histoire c'est un va-et-vient entre le regard et l'écran, et le regard et la vie qui passe. Et elle va voir un garçon sauter.
du haut du balcon et quelque chose va se jouer là pour elle. On va et plus raconter, voilà, on va voilà, laisser le les, suspense. les Voilà. lecteurs découvrir la suite. Voilà. Rita Badoura, c'est un vrai Merci plaisir que de beaucoup. vous recevoir. Bonne Merci. chance pour la suite. Merci, au revoir. Merci. Ce que je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. L'entrevue qui va suivre va vous donner l'eau à la bouche puisqu'on parle de cuisine bien méditerranéenne avec Claude Chahine Chahade, bonsoir, et Maria Rosario Lazzati, bonsoir. Vous vous êtes penché sur la cuisine méditerranéenne. Vous avez fait attention de bien tenir le micro, s'il vous plaît. Et donc, c'est une série d'ouvrages que vous avez édités chez Tamiraz. Vous avez commencé par le pois chiche, la lentille. Maintenant, vous êtes avec les haricots &Co. Haricots, oui. Donc, pourquoi &Co? Co, parce qu'on Bien a le choisi, micro, s'il vous plaît, comme on a ça. choisi des plantes qui ont des gousses. Donc en fait, c'est les haricots, les fèves et le petit pois. Les petits pois. Bon, et pourquoi ce choix de légumineuses en particulier, Maria? Pourquoi vous avez choisi les haricots, par exemple, après la lentille et le pois chiche? C'est tellement utilisé dans la cuisine méditerranéenne? Oui, c'est comme la lentille, comme le pois chiche. On voulait faire quelque chose sur les légumineuses et on a choisi, on a commencé avec la lentille et les haricots, c'est la dernière. Ce qui est intéressant dans vos ouvrages, c'est que c'est des recettes traditionnelles et contemporaines de la Méditerranée. On retrouve des plus anciennes, des plus nouvelles, des plus audacieuses. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez animé, vous avez ouvert des ateliers qui s'appellent Libaliano, un mélange entre Liban et Italiano. Et on voit combien nos deux cultures s'épousent à travers la cuisine. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux cuisines. Oui, les ingrédients, on partage les ingrédients comme les légumineuses, comme beaucoup de on dit des légumes. Oui. Et alors, mais on va les cuisiner de manière différente. différente. Chacun sa sauce, ses petites épices. Exactement. On utilise beaucoup d'herbes. Vous utilisez beaucoup d'épices. Mais de toute façon, il y a beaucoup de similarités. Très bien. Et Claude, en fait, l'ONU a proclamé 2016 l'année internationale des légumineuses. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Ça tombe très bien. Et en fait, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est global. Ce n'est plus juste une petite idée. Justement, comme ça, anodine. Et parmi les recettes que vous avez mises dans le livre, laquelle des recettes libanaises vous inspire le plus, vous avez eu le plus plaisir à partager? En fait, il y en a beaucoup qui m'inspirent. Mais moi, ce que j'aime, par exemple, il y a une qui est on appelle ça la loubier, mjadret loubier. Et en fait, ce n'est pas de la loubier, c'est une fasoulia qui est particulière qu'on trouve dans la montagne. Et qu'on appelle une fasoulia jardillée, et c'est un plat bien du nord. Et ce qui m'intéresse dans ce plat, c'est qu'avec un peu de haricots, un peu d'oignons et un peu de brol, on a un plat qui est excessivement délicieux. Et consistant. On dit que les haricots ont de très bonnes vertus sur la santé, c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, comme toutes les légumineuses d'ailleurs. Ils sont pleins de minéraux, il y a beaucoup de vitamines. Si on les marie aux graines, ça devient des protéines pures. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. On se retrouve dans quelques instants après la pause publicitaire. La critique littéraire au Liban, nous nous penchons à présent sur ce sujet qui fera l'objet de la table ronde de demain organisée par l'Association francophone de journalisme à 18 h dans le stand de l'Institut français du Liban. Et j'ai le plaisir d'accueillir la modératrice de ce débat, Roula Rached, bonsoir. Bonsoir Elsa. Vous êtes journaliste et critique littéraire au quotidien An-Nahar. C'est vrai. Vous modérez cette table ronde demain en présence de grandes pointures dans le domaine, notamment Meim Nassa, Josiane Savigno de Paris, de même que Faris Tessine et Michel Chouéry de la librairie El Bolch, qui va parler de l'impact de la critique sur les ventes des ouvrages. Dites-moi, ce sujet est un sujet fort intéressant. Est-ce que la critique littéraire au Liban a sa place? On aimerait bien qu'elle ait sa place parce que moi-même étant critique littéraire, je travaille dans ce domaine, donc c'est un domaine qui me tient à cœur. Et personnellement, je trouve que même si au Liban, nos intérêts sont plutôt de l'ordre sécuritaire ou politique, j'aimerais bien peut-être croire que les mots MOTS,
aurait un impact beaucoup plus grand que les mots MAUX. Ah et oui. qu'il pourrait aussi remédier à ces mots-là de la société que nous rencontrons tous les jours. Justement. Et dites-moi, Roula, vous allez insister sur quels axes demain dans la table ronde? En effet, on essaiera de faire un peu le tour de tous les axes qui seront peut-être en relation avec la critique littéraire, non seulement au Liban, mais aussi en France, parce que vous avez mentionné la présence de Madame Savigno. Donc elle pourra peut-être aussi nous apporter un regard croisé entre la critique littéraire au Liban et en France. Quant à Madame Maïm Nassa, qui est à la fois donc, critique et écrivain, elle pourra plutôt parler de la duplicité des fois qui existe entre les deux rôles-là. Fares Sassine, qui vient aussi du monde de la critique, qui est aussi auteur, pourra aussi donc, nous faire son éclairage là-dessus. Alors que Michel Choueiri, étant donc responsable de El Bourge, il pourrait aussi nous faire un peu comprendre comment une plateforme locale fait en sorte que les gens s'intéressent aux livres, alors que ce n'est pas tellement évident. Et dites-moi vous-même, de par votre expérience, quand vous écrivez une critique sur un ouvrage, un recueil donné, est-ce que vous sentez qu'il y a un impact des lecteurs? Est-ce que vous sentez que les lecteurs voient différemment cet ouvrage quand un journaliste le critique positivement ou négativement? En effet, je suis bien sûr toujours et heureusement positivement reçue, ce qui me fait bien chaud au cœur et ce qui me renforce un peu dans la foi que, comme dirait par exemple un poète que j'aime bien, c'est Gabriel Celaya, il dit que la poésie c'est une arme chargée de futur. Alors j'aimerais bien penser aussi que les mots sont une arme chargée de futur et que tout ce qu'on fait dans notre domaine à nous est positivement reçu par les gens. Et les auteurs, quant aux auteurs, je suis très bien, je veux dire, ça me fait plaisir de voir comment le fait d'aborder un texte, oui, mais sous un autre angle, que eux-mêmes parfois n'ont pas vraiment vu ou traité. Alors ça, c'est très intéressant. Merci aussi. beaucoup, Roula Rachette, pour ces informations. On vous Merci, attend demain Elsa. pour la table ronde à 18h. J'aimerais bien que cette table ronde draine les foules. Oui, bien que ça c'est soit ce qu'on peut-être espère. un sujet assez spécialisé. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Ainsi, chers téléspectateurs, notre édition de ce soir prend fin. Rendez-vous demain et après-demain pour la suite. Cherche